de cybersécurité et France a été en charge de protection du secret des grandes sociétés, des grandes marques durant plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet de la confidentialité des échanges au sein des entreprises et des institutions pendant cette période très particulière, inédite, que nous vivons en ce moment, et ce, à l'échelle mondiale. La situation exige que nous traitions plusieurs urgences à la fois. Le risque est partout, mais ce risque sanitaire nous fait-il oublier celui de vulnérabilité dans nos échanges qui peuvent mettre en péril nos entreprises mêmes? Savons-nous toujours identifier ce risque, le prévenir? Aujourd'hui, nous vous proposons d'analyser 3 situations bien concrètes en nous basant sur le schéma risque identifié, impact sur l'entreprise, solution. Et donc, ces 3 cas vont rythmer notre intervention qui va durer 30 minutes. Et ensuite, Emmanuel et France auront plaisir de répondre à vos questions pendant un quart d'heure. Donc, pendant leur intervention, je vous invite à poser vos questions-réponses dans la partie en bas de votre écran qui s'appelle questions et réponses. Je vous propose de passer immédiatement au premier cas de figure. Donc, après avoir gagné un appel d'offres international, une fuite d'informations contractuelles issue de l'offre a été provoquée par un concurrent. Enjeu, risque, comment j'aurais pu éviter ça? Emmanuel, est-ce que tu veux nous éclairer? Merci beaucoup, Gala. Alors, ce premier cas, moi, je vais me focaliser plus sur la gestion de crise, hein, sur les enjeux en cas de fuite d'informations. Donc, déjà, la première des choses à dire, c'est que c'est pas comme ça, si ça n'arrivait qu'aux autres, hein, c'est déjà, ça arrive régulièrement. Alors, quand ça arrive à une grande entreprise cotée en bourse, une entreprise française, par exemple, avec des fuites côté américain, c'est très médiatisé, mais ça arrive également très, très souvent dans des entreprises de toute taille et des PME aux ETI. Donc, les enjeux dans ce cas précis sont de 2 ordres, j'ai envie de dire. Il y a bien sûr des enjeux légaux, puisqu'il y a des obligations de confidentialité liées au contrat. Donc, derrière, on aura des possibilités de poursuite, mais également des enjeux de réputation et des enjeux de business évidents, puisque ce qui est contenu dans l'appel d'offres et ce qui est contenu dans le contrat n'est pas supposé sortir, hein, donc ça c'est la protection du business, et puis des enjeux de réputation, car même si vos partenaires, vos sous-traitants, vos clients et même en interne vos employés ne sont pas concernés directement par cette fuite, immédiatement ce qu'ils vont se dire et ne manqueront pas de se dire. Mais alors, si la société n'est pas capable de protéger ça, alors quoi d'autre est dehors? Et ça, évidemment, c'est une faille assez forte dans la confiance. Voilà quels pourraient être en fait les enjeux et l'impact d'une crise de cette sorte. Mais France va nous expliquer peut-être comment est-ce qu'on peut éviter ce genre d'ennui. Merci Emmanuel. Alors, j'ai des petites idées, mais je n'ai pas la solution infuse. Avant de donner une réponse directe à cette question posée, je voudrais poser un postulat sur une notion particulière qui nous touche particulièrement en cybersécurité, mais qui publiquement est très méconnue. C'est la notion de souveraineté. On entend un petit peu parler depuis l'affaire du Covid, parce qu'on parle de la souveraineté médicale, de la souveraineté pharmaceutique, et de la souveraineté numérique. D'ailleurs, j'entame tout de suite le paradoxe de faire cette présentation sur Zoom aujourd'hui. Zoom est un support parfait pour pouvoir échanger des données publiques comme on est en train de le faire actuellement. Évidemment, je vous invite à ne jamais utiliser Zoom pour vos affaires privées et vos affaires professionnelles. Une donnée, en termes de cybersécurité, ça se protège non pas avec un critère technique ou un critère comportemental, mais avant toute chose, ça se protège par un critère politique. Vous ne pouvez pas faire d'une donnée ce que vous voulez en fonction de votre nationalité, et oui, ce n'est pas de chance pour certains, et du pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, je vais vous donner un exemple ou deux très concrets. Si vous êtes français et en Chine, vous n'avez pas le droit d'accéder à la notion de chiffrement, car le chiffrement est interdit pour les étrangers en Chine. Si vous êtes américain et basé en Suisse, vous avez le droit, selon la Suisse, de pouvoir faire du chiffrement, mais selon les Américains, vous n'avez toujours pas le droit de le faire. Donc, du coup, en fonction de la nature politique dans laquelle vous vous trouvez et du contexte dans lequel vous vous trouvez, les méthodes de chiffrement et vos capacités de chiffrement ne seront pas du tout les mêmes.
Du coup, il y a une définition importante à retenir dans la notion de la souveraineté numérique. C'est un droit exclusif d'exercer l'autorité politique, c'est-à-dire législative, judiciaire ou exécutive, sur une zone géographique ou un groupe de peuples vivant en communauté. Cette donnée-là, elle est fondamentale pour toutes vos réflexions futures pour savoir si demain, est-ce que je diffuse une bonne information sur le bon canal. Et enfin, la souveraineté des données, c'est l'application des principes de la souveraineté au domaine des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'informatique et les télécoms. Donc, ça sous-entend un mail ou une communication vocale. Si vous voulez échanger avec un Chinois, un Australien, un Hongrois, eh bien, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes protections judiciaires auxquelles vous pourrez prétendre avoir droit, même si votre nationalité vous en donne l'avantage. Alors, ce postulat étant posé, il y a un fait où, maintenant qu'on a choisi sa loi, il faut comprendre qu'une donnée, elle doit être segmentée professionnellement en 3 critères. On a simplifié, c'est simple, hein. Il y a la donnée secrète, vous allez voir, celle-là, elle est intéressante. Il y a la donnée confidentielle et puis il y a la donnée publique. La donnée publique, c'est une donnée qui ne se contrôle pas très bien, voire pas du tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but, il faut que tout le monde la sache parce que sinon, ça n'aurait pas le sens de la donnée publique. Mais attention, ça se maîtrise. Là, pour le coup, c'est au rôle d'Emmanuel d'expliquer comment on peut le faire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la donnée secrète. Et la donnée secrète, c'est une donnée qui a un impact tactique et stratégique sur votre business. C'est une donnée, on va le résumer en, c'est une information qui dit, si mon concurrent la détient en main, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Est-ce que cela peut nuire à mon business? Est-ce que cela peut porter atteinte à mes affaires, à ma projection, à mon business plan, à ma stratégie, à mon revenu, tout simplement, soyons terre à terre. C'est ça une donnée secrète. Une donnée secrète, c'est celle qui, si elle est détenue par un tiers, peut nuire littéralement à votre business et à votre environnement. Donc, la particularité de cette donnée, c'est que c'est celle qui vous fera gagner. La donnée secrète, c'est votre avantage tactique et stratégique, c'est-à-dire que c'est votre bonne idée. C'est ce qui fait que, en la travaillant bien, vous allez gagner face à vos compétiteurs. Et du coup, pour la partager, généralement, on saisit l'opportunité des moyens qu'on a en face de nous, c'est-à-dire soit le face-to-face, c'est très très bien, mais si on a un téléphone portable à côté, le face-to-face, non, parce qu'un téléphone portable, c'est un micro posé dans votre salon, hein, c'est juste que vous l'emmenez avec vous maintenant, mais ça a exactement le même effet. Donc, du coup, le secret, il ne peut pas être garanti. Et c'est le meilleur moyen de l'échanger, c'est d'utiliser un système souverain. Et un système souverain, c'est un système qui, par définition, protège et garantit l'intégrité de la donnée lorsque vous souhaitez la partager. J'en viens juste pour finir à cette donnée secrète, parce que c'est vraiment important. Si vous voulez échanger, le mieux, une donnée secrète, c'est évidemment le face-to-face. Et si vous utilisez le téléphone, utilisez des applications chiffrées pour le faire. Alors, n'utilisez pas des applications chiffrées gratuites. Ça, c'est évidemment à bannir de toutes les façons. Mais utilisez davantage des solutions provenant de pays européens, si possible. Et encore mieux, je dirais, de Suisse, bien évidemment, parce que la Suisse a une constitution qui dit que la détention d'un secret est un droit inaliénable à son détenteur. Il n'y a que 3 pays dans le monde où vous avez cette loi inscrite dans une constitution. C'est important de le savoir. Vous avez aussi la Finlande et l'Islande, pour ceux que ça intéresse. Et puis sinon, il y a le plus fiable, c'est la Poste. Quoique, en ce moment, ça traîne un peu. Mais sachez que la donnée secrète, c'est la donnée la moins coûteuse à protéger et c'est celle qui a le plus d'impact. Donc, le retour sur investissement d'un moyen de protéger la donnée secrète est le plus avantageux et le plus efficace. La seconde nature de données, je vais aller vite, c'est la donnée confidentielle. Alors là, celle-là, c'est plutôt une donnée opérationnelle pour nous. Elle ne nous intéresse pas implicitement. À terme, une donnée confidentielle est une donnée qui va devenir publique généralement. C'est la transposition d'une bonne idée, la donnée secrète, qui devient une donnée opérationnelle. Ça, c'est confidentiel. Et la révéler, ça ne vous fera pas perdre un marché, ça ne remettra sans doute pas en cause grand-chose dans votre business. En revanche, mauvaise nouvelle, comme c'est tous les collaborateurs de votre écosystème qui la partagent, elle est très chère à protéger parce que ça concerne beaucoup de monde et beaucoup de différences culturelles ou de différentes strates d'organisation. Donc, il faut des moyens technologiques importants et conséquents pour le faire. Et son risque de compromission est très fort. Plus il y a de gens en charge du secret, plus la compromission est évidemment proportionnellement forte. Donc, c'est donc compliqué de trouver un ratio prix protection sur la donnée confidentielle. Et enfin, la donnée publique, on ne la protège pas. Par contre, on la maîtrise. Et ça, c'est les enjeux d'Emmanuel de le faire. Donc, le constat posé, j'en viens à la question. J'ai 2 axes de rémédiation à la situation qui est très fréquente où on a une compromission d'une donnée issue d'un contrat sur un deal international, très généralement. Ça m'amène
à vous mettre en garde sur le fait que si vous exposez sur des marchés internationaux, et particulièrement face à des Américains et des Chinois, considérez que quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes systématiquement soumis à l'intelligence économique. Ça, c'est le terme poli pour dire espionnage industriel. Le premier axe à vous poser, c'est la posture des détenteurs de l'information. Il faut que vous vous demandez si l'information que vous détenez, elle est vraiment sensible, c'est-à-dire est-ce qu'elle est tactique et stratégique, donc est-ce qu'elle est secrète, ou alors non, dans ces cas-là, elle est confidentielle. Et est-ce que l'ensemble des opérateurs de cette information-là savent quelle est la nature de l'information? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire sensible? Donc, il y a une notion de culture et d'ADN à avoir, et généralement, surtout chez nous, en France ou dans les pays latins, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Chez les anglo-saxons, c'est un peu plus implémenté. C'est donc un problème de classification de l'information et de la formation des cadres concernés qui est en jeu, et c'est une culture à acquérir. Ça demande bien entendu de remettre en cause beaucoup d'habitudes, ça demande du temps, ça ne se gagne pas du jour au lendemain. Et la réponse à cet axe, c'est évidemment la formation, et cette dernière, elle est spécifique à chaque cas, à chaque organisation, à chaque entreprise, à chaque histoire, en fait. Voilà. Le second axe, bien évidemment, c'est l'utilisation des technologies pour préserver le secret. Et le secret, il commence dès lors que la bonne idée arrive. Si vous avez une super idée tactique et stratégique et que vous appelez tout de suite votre associé par WhatsApp pour lui dire « j'ai une super idée, c'est ça qu'on va faire à la sortie du Covid-19 », votre idée, elle est cramée, c'est fini. Il n'y a pas de confidentialité avec WhatsApp. Donc, si vous êtes une boîte un peu intelligente avec des bonnes idées, vous êtes forcément intéressante. Donc, on va forcément vous voir. Et ce n'est pas grave. Si on ne vous écoute pas en ligne, c'est enregistré. Rappelez-vous, le droit à l'oubli sur Internet, ça n'existe pas. Donc, la conversation que vous avez eue sur WhatsApp, à un moment donné, je peux aller la chercher sur un deep ou un dark russe. Je n'aurai pas de problème à la trouver. C'est déterminant de bien gérer le canal d'information que vous allez utiliser. Donc, il vaut mieux, si on a une donnée tactique et stratégique à gérer, se dire, est-ce que j'ai le bon canal pour le faire? Sinon, on se retient et on la garde pour soi. C'est très difficile parce qu'on a l'excitation et l'enjeu du business. Et le business, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Bref, je ne vous la refais pas. Mais attention à ça. Il faut maîtriser ses impulsions par rapport à cette donnée-là. Et ça peut littéralement tuer votre avantage compétitif. Voilà. Donc, j'ai à peu près exposé l'enjeu. C'est une culture très anglo-saxonne que de protéger le secret. Ce n'est pas très français. Dans le cadre du contrat et des clauses secrètes qui composent, je résumerai, il suffit simplement de chiffrer les échanges et les fichiers, tout simplement. Merci beaucoup, France. Donc, c'est aussi simple que ça. Je propose de passer au cas suivant. Comment une information que je considère comme confidentielle peut avoir l'impact de l'information qualifiée de secrète? On va utiliser un cas très banal d'une publication sur Internet d'une fiche de paie. Cette publication, elle peut nuire dramatiquement à la performance de mon entreprise. En fait, comment elle peut nuire? Emmanuel, est-ce que tu veux nous donner des précisions? Effectivement, le sujet des fiches de paye, c'est un peu, de temps en temps, dans le scénario, nous, on fait fuiter, par exemple, toute la base de mail des serveurs. Ce sont des infos qui, a priori, ne sont pas des infos business, ne sont pas des infos secrètes, ce n'est pas stratégique, enfin, ça n'a rien de… C'est tellement banal qu'on les oublie et que, du coup, sont parfois plus ou moins bien protégées. Et ce sont des infos qui peuvent aussi être évidemment piratées de l'intérieur, donc être sorties, et c'est les cas les plus fréquents, je pense que France nous en reparlera, par l'interne, hein, par un employé. Alors, quels sont les enjeux, évidemment, de ce genre de choses? Imaginez que toutes vos feuilles de paye sont dans la nature. Bien entendu, ça risque de générer un certain nombre à minima, de démotivation des salariés, un certain nombre de débats avec les IRP, voire des conflits sociaux, des grèves et autres manifestations diverses et variées. Bien entendu, comme dans le cas précédent, ça va soulever des questions de confiance de la part de votre écosystème, qui, lui, n'est pas forcément dérangé par le contenu de vos feuilles de paye, mais qui se dit qu'est-ce qu'ils ont… ils n'ont peut-être pas été capables de protéger le reste, hein, non plus. Donc ça peut être ennuyeux. D'un point de vue strictement légal, je ne vous refais pas le RGPD, mais ce sont des données qui sont évidemment personnelles et confidentielles, puisque vous aurez à la fois le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le salaire. Donc ça commence à faire beaucoup. Là, on est en plein dedans. Hein, donc, je vous rappelle le montant de l'amende, 4% du chiffre d'affaires en France. C'est éventuellement du pénal également.
et il va falloir informer les gens concernés du fait que leur salaire a été diffusé et disponible par le grand public. Vous voyez un petit peu voilà, les conséquences. Et en fonction de comment est structuré votre salariat, eh bien, vous pourrez avoir des bad buzz épouvantables, des problématiques de parité. Par exemple, on va découvrir dans votre société que les femmes sont bien moins bien payées que les hommes, que le patron est 50 fois mieux payé que la plupart de ses employés, etc. Et là, bien entendu, ça va être compliqué de récupérer ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu quels sont les enjeux sur ce cas précis, Gala. Donc, j'espère que Franz aura une réponse aussi simple que la précédente sur la protection. Et facile à appliquer. Voilà, et facile à appliquer. Bon, merci. Alors, du coup, j'en viens à la posture de la classification que je vous ai donnée tout à l'heure. Une donnée de paye, par définition, comme le disait Emmanuel, c'est une donnée conventionnelle. Hein, on s'en fiche un petit peu. La donnée du grand patron, généralement, elle est publiée dans les comptes. Bon, il n'y a rien de très excitant. Si on dit que je publie le salaire du DRH sur un Facebook, est-ce que ça crée un problème? Globalement, non. Ça va faire un effet plouf, même, je pense, en termes d'image. En revanche, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai discuté avec un entrepreneur, un industriel qui faisait la transformation de matières premières. Donc, il n'avait rien de très secret, mais il avait quand même 20 000 ouvriers. Et je lui disais, bon, alors qu'est-ce que vous avez à cacher? Il dit, moi, j'ai rien à cacher, moi. Bah, évidemment, c'est un industriel qui fait rien c'est pas de la biochimie, c'est pas de la biotech, etc. Pas de recettes particulières à protéger. Bon, je lui dis, écoutez, si on diffuse votre salaire là comme ça sur Facebook, je m'en fiche, c'est publié dans mes bilans annuels. Bon, et si je publie les salaires de tous vos ouvriers là sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Bon, le silence était révélateur de la réponse qui arrivait ensuite. Évidemment, ce n'était pas concevable une seule seconde tout d'un coup que les salaires soient publiés, puisque la grille des salaires, elle n'était pas conforme à la fois au droit et à la fois à l'éthique et aux valeurs, forcément. Et sur ces grandes manufactures ou ces grandes industries, on a des jeunes qui arrivent qui sont parfois mieux payés que des contremaîtres qui sont là depuis 20 ans. Et ces écarts-là vont créer grève, polémique sociale, etc., comme le disait Emmanuel. Donc, en termes d'image, bah, forcément, ce n'est pas top. Sur le plan moral, ce n'est pas favorable à l'entreprise. Sur le plan économique, l'impact, là, est du coup stratégique et tactique parce que ça remet en jeu l'argent, puisque du coup, ça peut engendrer une grève. Et donc, la grève, bah, forcément, c'est un arrêt de marge. Alors, c'est finalement un drame, du coup, la paye. Et le fichier paye, il n'est pas protégé comme il devrait l'être parce que la Convention veut que ceux qui s'occupent de ça soient très discrets. Et ça marche toujours très bien. Quand on sous-traite sa paye, généralement, les sous-traitants font très attention à ça. Et comme a dit Emmanuel, il y a le RGPD aujourd'hui qui vous blinde. C'est-à-dire qu'en fait, les fichiers sont chiffrés. Mais attention en interne à ce qu'il n'y ait pas un fichier Excel qui transite entre la compta, les accounts payables et la RH, qui ne soit pas forcément protégé ou simplement avec un petit mot de passe, ce n'est pas suffisant. Et là, on a compris que la donnée de la paye, elle était totalement inintéressante, mais qu'elle pouvait devenir non pas confidentielle, mais secrète à partir du moment où elle est compilée dans un format et que ce format est utilisé dans un canal de diffusion qui soit de masse. Et là, ça devient une information secrète. Donc, la conclusion, c'est qu'on croit tous que certaines informations n'ont pas d'intérêt par définition, sauf que dans certains formats, et bien parfois c'est assez inattendu, mais l'information peut devenir douloureuse et donc elle change de statut et elle devient secrète. Merci. J'ai répondu. Voilà. Merci beaucoup, France. Donc, on va passer au troisième cas. Ma société externalise dans un pays étranger une prestation que je décide de rapatrier en Europe. C'est le moment. Cette décision est stratégique pour mon marché, surtout si je suis le premier à le faire. Alors, comment je fais pour préserver la confidentialité de mes décisions, sachant que ce pays étranger interdit le chiffrement des données? Emmanuel, peut-être? Moi, je ne sais pas comment on va faire, mais je sais que si ça fuite, si ça sort, on va avoir plusieurs problèmes. C'est-à-dire que les décisions, par exemple, de sortir d'un pays ou d'avoir une partie de la production qui va sortir du pays pour être rapatriée ou autre, c'est le genre de décision stratégique qui va ébranler votre écosystème. Donc, ce qui est absolument fondamental dans la préparation de ce projet sensible, c'est d'avoir une communication maîtrisée. C'est bien évidemment d'avoir un projet et un suivi de projet,
qui soit confidentiel, pour qu'on puisse établir la bonne stratégie, les bons éléments de langage, à quel moment est-ce qu'on va dire les choses, comment est-ce qu'on va motiver nos différents alliés pour qu'ils soient capables au moment donné de prendre la parole à notre place ou de soutenir en fait notre projet. Bien entendu, si ça fuite au milieu, c'est raté, c'est complètement raté. Vous n'en maîtrisez plus du tout le devenir de cette information. Elle peut aussi être interprétée puisque vous n'aurez pas eu le loisir de la présenter avec tous les tenants et les aboutissants qui vont bien et créer des réactions violentes qui vont beaucoup nuire à votre business. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est que c'est un projet stratégique dont la donnée doit rester confidentielle jusqu'au moment où c'est vous qui décidez de quand et comment elle doit devenir publique, un petit peu dans le même état d'esprit qu'un plan social dans lequel on prépare l'annonce jusqu'au moment du jour de l'annonce. Et puis après, bien entendu, là, et là on parle d'actifs, vous avez toutes les données de business, de brevets, de secrets de fabrication, etc. Si on commence à voir que tout ça n'est pas très protégé, je pense que, bon, définitivement, vous faites perdre de la valeur à votre entreprise et vous risquez d'avoir certainement votre conseil d'administration sur le dos à ce moment-là, quoi. Donc, j'espère que Franz va vous expliquer comment on protège ces données dans un pays comme la Chine, par exemple. Alors, on ne protège pas les données en Chine, mais je vais vous donner un cas d'école. Vous êtes effectivement là, parce que là, on est en train de parler de la réindustrialisation de l'Europe en rapatriant une grosse partie des manufactures chinoises ou indiennes dans la zone pour qu'on retrouve une souveraineté européenne sur certaines opérations liées aux impacts du Covid-19. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce cas d'école. Donc, je souhaiterais rapatrier une partie de ma manufacture, soit de sous-traitance, soit directe, sur ma zone européenne. Et là, j'ai deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est de garder aussi longtemps secret que possible cette décision pour que vous puissiez maintenir un coup d'avance sur vos concurrents. D'abord parce que sur le côté européen, ça signifie chercher un nouveau site, chercher des nouveaux sous-traitants, des nouveaux partenaires locaux, etc. Donc là, il faut bien protéger cette information le plus longtemps possible. Et puis, sur place, si vous avez eu des aides publiques, si vous avez des soutiens importants, si politiquement vous avez eu des engagements forts et que vous décidez de les rompre, forcément, il va falloir le faire à partir du moment où vous avez protégé tous vos actifs. Considérant qu'il est hors de question de se mettre hors la loi lorsque vous allez à l'étranger et que vous ne pouvez donc pas chiffrer, le meilleur moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, nous, des bases de repli de proximité. C'est-à-dire, quand on est en Chine, généralement, on va créer un bureau temporaire, soit sur la Malaisie, la Thaïlande ou le Vietnam à côté, où là, on a une faculté de chiffrement assez forte et on va transmettre l'information ensuite aux Européens pour que le headquarter puisse prendre des décisions ad hoc et s'organiser en conséquence. Donc, c'est de produire une base arrière le temps du projet. Et les échanges tactiques se font face-to-face en Chine ou par print, c'est-à-dire en papier. On revient à cette bonne vieille méthode postale. Et les rapports et synthèses sont envoyés chiffrés depuis les bases arrières vers l'Europe pour permettre à la maison mère de piloter et de valider. Quoi qu'il en soit, c'est une stratégie unique pour chaque cas et il n'y a pas de modèle type par définition. Que vous soyez en biotech, en industrie manufacturière, en automobile ou autre, à chaque fois, c'est un problème spécifique. Je conclurai en invoquant le principe de précaution. Si vous avez une bonne idée, encore une fois, ne la partagez pas autrement que par un moyen que vous maîtrisez. Sachez qu'à ce jour, par défaut, vous n'en maîtrisez aucun. Il convient alors de dire que l'information tactique, c'est un secret. Et un secret, ça ne se partage pas. Pour autant, c'est la première chose qu'on a envie de faire. Parce que garder un secret, c'est une charge mentale qui est plutôt forte. Et elle est même insupportable. On est très peu formé à pouvoir le faire. Donc, ça invite votre cerveau à partager ce savoir pour ne pas devoir conserver le libre arbitre de cette information. C'est la charge émotionnelle qui vous invite à partager le secret avec celui à qui vous donneriez le petit trait de confiance pour le partager. Et d'ailleurs, faites un test avec un enfant de 5 ans, dites-lui un secret, vous allez voir combien de temps il va le garder. C'est parce qu'il a compris ce que voulait dire secret, que c'était dangereux et qu'il fallait qu'il le partage avec un autre. Donc, sans m'attarder davantage, ce troisième cas est typique du questionnaire de posture que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'il faut réaliser à chaque fois que vous allez partager une information tactique. Et si le doute vous habite, le simple fait de vous poser le questionnaire vous permettra de définir si cette information elle est simplement secrète ou confidentielle. Alors, les questions à poser basiques, c'est très simple. C'est en quoi cette information pourrait-elle me nuire? Rappelez-vous ça. Si ça sort, je perds ou pas mon business, mon enjeu, ma valeur, mon avantage compétitif? Est-ce que je dois vraiment partager cette information? Est-ce que ça a du sens de le faire? Et enfin, est-ce que mon système de communication est ad hoc à la sensibilité de mon information?
Et derrière ça, je l'ai rappelé, ma technologie est-elle conforme à mon système politique? C'est important parce qu'il faut rester dans les règles de la loi. Donc, bon, évidemment, je fais la promotion de la Suisse ou de la Finlande ou de l'Islande parce que c'est des États qui offrent encore une garantie d'intégrité politique forte sur la détention du secret. Mais rappelez-vous une chose importante, c'est que vos premiers ennemis en intelligence économique, quoi qu'on en dise, ce sont les États-Unis et la Chine aujourd'hui pour la partie étatique. Et pour la partie mafieuse, évidemment, c'est la Russie et l'ensemble des pays de l'Est et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et sachez que dans 8 cas sur 10, en cybersécurité, quand vous êtes attaqué, c'est toujours pour être espionné. Voilà. Merci beaucoup, France. Voilà, quel avenir. Bon, ça c'est dit. Ouais. Donc, si on devait conclure, donc il faut communiquer au bon moment la bonne information dans le bon format, sans compter sur la nécessité de chiffrer les informations sensibles, que ce soit par écrit ou par oral. Il faut requalifier la notion du confidentiel et du secret au sein de l'entreprise, tu viens de l'expliquer très bien, et bien entendu, il faut former les cadres à cet enjeu. Si vous n'avez rien à ajouter tous les deux, on va passer à la partie questions-réponses. J'ai déjà 3 questions que je vais vous lire. Donc, la première, les solutions américaines posent-elles un problème? En quoi? France, en quoi les États-Unis nous posent un problème? Alors, les États-Unis ont une loi qui interdit d'exporter le chiffrement sans en communiquer les clés à une agence d'État, qui est entre autres le département d'État. Et le département d'État s'appuie sur une agence qu'on connaît tous, qui est la NSA. Et la NSA, c'est un collecteur de clés de chiffrement. À l'origine, c'est ça son métier, hein, c'est de collecter toutes les données de clés pour l'ensemble des agences de renseignement, les 25 autres, parce qu'il y en a 26 aux États-Unis. Si vous êtes une société américaine et que vous commercialisez une solution comme WhatsApp ou Zoom, par exemple, que vous dites « je fais du chiffrement pour mes clients », vous devez donner les moyens au gouvernement américain de lui permettre d'accéder à ce chiffrement lorsqu'il en a envie. Si vous ne faites pas ça, vous vous mettez hors la loi. Donc, la raison pour laquelle les solutions américaines ne sont pas souveraines, le chiffrement fonctionne, mais l'État y a accès. Donc, par définition, le secret, il n'est pas souverain en ce sens. Très bien, merci beaucoup, France. Une autre question, très directe. Vous parlez de protection du secret en entreprise. Pouvez-vous chiffrer cette protection? Combien coûte un accompagnement? Question vaste. Alors, c'est évidemment très variable et ça dépend du nombre de personnes, du pays dans lequel ils se trouvent et des technologies auxquelles on peut s'appuyer. Mais il y a une grosse part d'ingénierie sociale et de comportement à avoir par rapport à la donnée. Il y a un travail d'analyse à faire en amont pour savoir et aider le client à identifier ce qui finalement il pensait être confidentiel et qui doit être secret finalement. Donc, une fois qu'on a bien classifié ça, on va mettre en place des technologies. Ça peut coûter quelques centaines d'euros par an et par utilisateur, à plusieurs milliers. Ça dépend du cadre, mais une petite PME, une petite équipe, 3-4 personnes à l'international peut se protéger pour quelques milliers d'euros. C'est tout à fait accessible en étant sur des protections souveraines, hein, c'est-à-dire européennes en général. D'accord, on va bien retenir ça, solution souveraine. Troisième question, bonjour, comment se définit le ROI de votre démarche? Manuel. Vas-y. Je pense qu'on parle du retour sur investissement de ta démarche, France. Oui. Ou ça parle de gestion de crise, je ne sais pas très bien. Est-ce que celui qui a posé la question peut préciser un petit peu C'est un spectateur anonyme. Concrétiser ça. D'accord, donc écoutez, en attendant peut-être… Est-ce que ça rapporte? Mais c'est toujours pareil en fait, que ce soit la protection des données ou la gestion de crise, on est toujours sur les mêmes problématiques. On a l'air d'être des centres de coûts. Par contre, quand la crise arrive, et comme vous voyez avec le Covid en ce moment, finalement des choses comme des Black Swan, hein, je ne vais pas reprendre la conférence de la dernière fois, mais ça finit par arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et bien là, quand vous n'êtes pas prêt, le coût est incommensurable en fait. Et n'a rien à voir avec la dépense, qui n'est pas seulement une dépense de consulting, c'est vraiment du temps à y consacrer, de la culture d'entreprise à mettre en place, quelque chose à mettre dans l'ADN de l'entreprise, dans l'ADN de chacun des employés, hein, que ce soit la protection des données confidentielles ou la gestion de crise. Je compléterai en vous donnant un exemple concret. Si vous voulez répondre à un appel d'offres international, vous avez des compétiteurs qui sont peut-être un peu moins moralistes que vous, dites-vous bien que cet investissement va faire partie du financement à perte, mais qui va profiter de toute façon pour les prochaines organisations de l'entreprise. Créer ne serait-ce qu'un système d'échange vocal chiffré et un chat chiffré,
c'est quelques centaines d'euros. Donc, on peut dire que ce n'est pas significatif et ça ne se calcule pas en termes de ROI. Ça peut vous faire gagner un marché à plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros. Donc, l'enjeu, il n'est pas là. Ce qu'on sait très bien, c'est que depuis le rapport de l'Assemblée en 2017 par 2 députés LR et la Commission de la sécurité et de défense, 8 attaques sur 10 aujourd'hui en Europe sont des attaques à but d'intelligence économique. Donc, c'est aller piquer la bonne information et la bonne idée. Qu'est-ce qu'ils ont qu'on ne sait pas? Voilà, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui la cybercriminalité en général de masse à l'égard des entreprises. À partir de ce moment-là, considérez est-ce que mon idée a une certaine valeur ou pas. Vous l'opposez au coût d'une sécurisation, finalement, vous allez voir que ça ne coûte pas grand-chose et que le ROI est très fort. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Que faut-il vérifier après le confinement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème durant celui-ci? Oui, bonne question. Oui, c'est une bonne question et je pense qu'elle est en fait adressée à vous deux parce qu'on peut envisager les deux aspects en réaction à cette question. J'imagine que d'un point de vue cybersécurité ou protection des données, il y a dû y avoir, ça a dû se détendre pas mal c'est en train de se détendre pas mal pendant le confinement. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus, Franz? Et puis, Alors, ouais, on avait alerté les DSI en leur disant n'ouvrez pas la visioconférence et les VPN à tout va parce qu'on vous demande de délocaliser 400 employés du jour au lendemain dans 400 bureaux différents sans sécurité. Malheureusement, beaucoup ont dû faire au mieux parce qu'il y avait des exigences business qui étaient là et on a sacrifié bien évidemment considérablement la sécurité pour ça. Donc, il y a peut-être un inventaire à se poser avec la DSI, le RSSI quand il y en a un et l'audit interne et de se dire quelles sont les natures d'informations sensibles qui ont pu être échangées. C'est le premier constat qu'il faut faire et ensuite se dire on les a échangées avec quoi et de là, vous allez pouvoir prendre la mesure du risque d'exposition de la donnée sensible que vous avez pu mettre en avant. Parfois, il ne s'est rien passé de très intéressant pendant le Covid-19, donc tant mieux ou tant pis. Mais on connaît quelques clients qui continuent à utiliser Zoom et qui sont aujourd'hui dans leur stratégie de sortie sur un marché très, 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 très concurrentiel. Ils ne sont pas forcément en bonne posture parce que leurs concurrents ne sont pas en France, ils sont évidemment aux États-Unis et eux n'ont aucun scrupule à essayer de voir comment ils peuvent faire pour travailler autrement. Donc, je me poserai la question et je ferai un inventaire quand même. D'accord, très bien. Merci beaucoup, France. Une petite idée oui. qu'il faudrait faire quand même post-confinement, enfin non lié au cyber, hein, évidemment, mesurer les risques qui ont été pris. Mais de toute façon, il y a un moment, il va falloir reprendre, ça va être compliqué, d'autant qu'on ne va pas passer de l'état A à l'état, enfin on ne va pas retourner à l'état pré-confinement. Mais quand l'entreprise sera prête à ça, il sera absolument fondamental de faire ce qu'on appelle chez nous un retour d'expérience, donc de se pencher sur comment est-ce qu'on a traversé cette crise, qu'est-ce qu'elle a révélé. Je ne vais pas vous faire un cours sur les rétex, mais c'est fondamental. On n'aime pas ça, mais il faudra le faire quand même parce que ça va faire du bien aux gens, parce que ça va faire du bien à l'organisation et ça va renforcer sa résilience. Donc, voilà, ne pas négliger cet aspect-là. Il faut mettre ça dans les agendas là, pour cet été. Merci beaucoup, Emmanuel. Et je précise que tu pourras développer ce sujet au webinaire du 28 avril, parce qu'on va parler justement du retour du rétex. Voilà, du rétex. Encore une question d'un spectateur anonyme. Tu vois, France, les gens ont bien retenu la leçon, ils sont tous anonymes. Bonjour, est-ce que vous pensez que les entreprises étaient prêtes pour le télétravail? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter l'activité si on n'est pas prêt? On a déjà répondu à cette question. La plupart des entreprises n'étaient pas prêtes, évidemment. Les grands comptes, souvent des infrastructures qui ont la dimension de supporter une charge de télétravail très importante, mais les PME rares, où souvent on a 2-3% capables, enfin on peut gérer 2-3% de télétravail ou 5% maximum et pas au-delà. Et donc du coup, on va aller s'appuyer sur des solutions grand public, ou en tout cas mass market, Zoom en est un exemple. Et là, ça crée un problème. Nous, on a considéré que sur la partie infrastructure, pas sur les solutions d'échange, mais sur la partie infrastructure, on avait dit que si les DSI, les directions opérationnelles, avaient des serveurs qui n'étaient pas à jour, mais qui étaient utilisés pour travailler à distance, il valait mieux considérer qu'il faille les éteindre et les mettre hors service que de les utiliser sur une patte. Et ça, je crois qu'on n'a pas vraiment été écouté parce que l'enjeu business, il est là.
Mais malheureusement, il y a énormément de vulnérabilités qui se sont révélées à ça. Et depuis un mois qu'on est en confinement, je vais y arriver. Les vulnérabilités ne cessent de croître parce que la plupart des opérateurs d'infrastructures ne sont pas sur site et donc ne peuvent assurer la continuité des mises à jour qui sont aujourd'hui presque quotidiennes pour beaucoup. Merci beaucoup, France. Encore une question. Merci beaucoup. Je suis bien d'accord avec votre discours, mais difficile dans l'entreprise de faire comprendre aux salariés qu'il y a un risque. Ça semble loin et diffus. Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour implémenter Manuel? cette culture de risque de secret? Effectivement, c'est un petit peu comme le Covid-19, hein, ça ne se voit pas, donc bon, on ne sait pas trop. Oui, bien sûr, tout le monde dit ça, etc. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on l'a pas vécu dans sa chair, avec un truc piraté, avec quelque chose qui sort, etc., je pense que c'est probablement un peu normal de pas s'en rendre compte. C'est de l'éducation, c'est vraiment, c'est une combinaison en fait, hein, d'éducation et de comment dire, et de bâton, enfin, et de sanctions, parce que il faut les deux en même temps. Il faut expliquer, mais pas seulement expliquer en disant il faut faire ci, il faut faire ça, parce que ça sert à rien. Il faut démontrer les conséquences et pouvoir avoir des exemples suffisamment probants pour que les gens s'aperçoivent avec que effectivement ça existe, qu'il y a des conséquences, il y en a 18 000 partout sur les médias, sur les réseaux sociaux qu'on peut trouver, et qu'ils voient bien que ça peut leur arriver tout pareil, que ça va nuire à la boîte, mais que ça va nuire à eux perso aussi. Et ça, c'est peut-être le meilleur des arguments. Et bien entendu, avoir en face un attirail quelconque de sanctions, parce que sinon, ça ne marche pas non plus. Mais Franz, comment tu fais ça, toi? Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, en cybersécu, il y a le premier enjeu, c'est le facteur humain. C'est comme dans l'aéronautique, hein, 99% de la vulnérabilité technique, elle est due à l'humain. Donc, à une mauvaise pratique, une mauvaise formation, une mauvaise connaissance, un mauvais usage. Bref, c'est toujours le bonhomme qui est en question, hein. Le problème, comme on dit en informatique, c'est le clavier et la chaise. Là, pour pouvoir remédier au sujet de la confidentialité, il suffit, nous on utilise en ingénierie sociale, c'est très particulier parce qu'en fonction des cultures, si vous vous adressez à un arabophone, il a une oralité qui est très très forte dans son expression. Donc du coup, la gestion de la confidentialité, c'est une notion qui est complètement différente de celle qu'un anglo-saxon ou un écossais pourrait avoir. Donc, en fonction de chaque cas, il y a une adaptation de la formation qui va être faite. Et ce n'est pas pour rien qu'on travaille avec des gens spécialisés là-dedans. En revanche, il y a une démarche d'information continue. C'est un travail qui est long parce que c'est une culture et un ADN à transcrire dans l'entreprise. On fait des one-to-one au début pour pouvoir sensibiliser les individus personnellement. Donc, on va extraire une information relevant de leur vie privée qui pensait être secrète et qu'on va dire non, tu as vu, elle est publique. Donc déjà, là, on va marquer les esprits. Tout d'un coup, on va enclencher une curiosité systématique qui va s'immiscer dans un fond de réflexion constamment. Et puis petit à petit, ça avance. Nous, on y va par étapes. On commence par exemple par le comportement de la compromission orale. Dans quelles conditions je peux bien téléphoner, avec quelle application, qu'est-ce que je dois vérifier. Voilà, on commence juste par l'oral et puis on attend un peu que ça passe, on met à l'épreuve et puis un mois après ou deux, on va passer à l'écrit. Donc là, système de mail, comment on fonctionne avec un mail sécurisé, etc., etc. Ça, c'est pour la promotion de la protection du secret. Donc, c'est la formation qui est longue sur la durée, qui est assez courte en temps passé, en fait, globalement par individu. Mais on prendrait bien 8 heures sur 3 mois. Ce n'est pas délirant, en fait. Pour vous donner un exemple, mais ça peut être donné dans des modèles complètement différents. On ne gère pas un exécutif de la même manière qu'un opérationnel, forcément. Merci beaucoup. Nous avons justement dans les commentaires monsieur ou madame Donadaï qui dit assurer la formation des cadres à minima. Donc ça, on a bien intégré. Voilà. Et monsieur ou madame Galetti nous recommande de lire le bouquin de Snowden et celui de Pierucci. Pierucci, oui. Voilà, on va le faire. Ensuite, madame Lacoche nous demande comment faire pour des entreprises qui ont des filiales à l'étranger pour garder une solution souveraine. Que conseillez-vous de prendre comme application qui soit garantie dans chaque pays? Je vais bien répondre si tu veux, Emmanuel. Nous, dans notre métier, ça a été de lire la constitution de beaucoup de pays et ça a été très difficile de trouver la constitution soit en français, soit en anglais pour la comprendre.
Donc, effectivement, chaque pays est un cas particulier. Si vous avez une filiale en Israël, en Arabie Saoudite, en Turquie, en Inde, la problématique est à chaque fois différente. Il y a des solutions qui sont acceptables, tolérables ou totalement prohibées dans certains cas. Donc, on va créer ce qu'on appelle des bastions. Et un bastion, c'est un écosystème technologique qui va être fait sur mesure pour l'entreprise. Donc, c'est du consulting. On va s'appuyer sur des technos qu'on connaît bien. La plupart des technologies qu'on a sont des technologies européennes, donc elles sont plutôt bienveillantes et bien vécues par les pays qui ont des législations assez dures sur le chiffrement. C'est plus compliqué avec des Américains. Si vous avez une filiale en Iran et que vous voulez chiffrer avec des produits américains, c'est très compliqué. Ça tombe bien pour les Iraniens. Bon, bref, du coup, on élabore à chaque fois un bastion sur mesure. Donc, c'est un petit travail d'étude et d'analyse en fonction de la législation de chaque pays, mais on connaît la majeure d'entre eux. Donc, notre rôle est aussi de vous mettre effectivement dans la conformité de la loi par rapport à ça. Mais il y a toujours des solutions. Bon, merci beaucoup. Peut-être une toute… Non, il y a encore deux questions. Alex nous demande, bonjour, lors d'une téléconférence, faut-il adopter une stratégie où on ne partage pas toutes les informations lors des discussions, autocensure volontaire ou coordonnée quant aux informations échangées, ne pas mentionner un prix et les résultats d'un produit, un test, etc. Merci. Se limite-t-on Je n'ai pas français. On n'est pas dans les téléconférences. Est-ce que ça a du sens ou pas? C'est la culture du secret, en fait. C'est-à-dire qu'on ne révèle que l'information qu'on a besoin de révéler en s'assurant au préalable que cette information est sur le bon canal technologique. Donc, la remarque, elle est vraiment très bonne. On a tendance, mais c'est très propre aux cultures. Hein. Les cultures latines, dans une réunion, on va dire tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant pour l'espionnage industriel, c'est le n'importe quoi. Parce que le n'importe quoi peut dire tout, en fait. Et ça, c'est vraiment une posture à acquérir qui est pas simple. Parce que si on a l'habitude d'être bon vivant, on a plutôt tendance à lâcher l'info sans s'en rendre compte, parce qu'on se dit qu'en la partageant, on amène de la transparence, on amène une vue générale qui permet de décider mieux, etc. Alors qu'en fait, non, il faut être extrêmement factuel, extrêmement sec, pas pour autant désagréable, mais pour le coup, il y a des moyens habiles d'amener la discrétion et en même temps répondre correctement à une question sans tout dévoiler de la recette, quoi. Merci beaucoup, France. Jean-Pierre Parietti, bonjour. Quel est le rôle des assureurs dans le cadre des contrats de couverture cyber qui proposent un audit avant la mise en place d'une police, gadget ou viable? France, forcément. Ah ouais. Gadget Alors, ou viable? on a étudié la question, on a travaillé depuis 3 ans, on travaille avec des assureurs pour étudier leur police et voir dans quelle mesure ce qu'ils vendent tient le coup. Vous avez connu cette polémique sur non, on vous indemnise pas parce que c'est pas une épidémie dont on est victime, mais c'est une pandémie. Donc, l'assureur a dénié son contrat à cause de ça. Pour répondre très clairement, la plupart des contrats d'assurance sont des contrats nuls, qui ne servent à rien, puisqu'il va falloir qu'au préalable, pour pouvoir les faire vraiment appliquer, vous ayez démontré à votre assureur que vous avez tout fait pour que votre système d'information soit à jour, que vous avez fait évaluer votre système d'information dans un cadre, en tous les cas, reconnu à minima. Et ça, déjà, ça devient très compliqué, ça devient aussi très, très cher. Et il va falloir peser cet avantage et ce gain par rapport au coût de la prime et de la couverture que vous allez avoir. En France, on n'a aucun assureur aujourd'hui, en tout cas que l'on connaisse et qu'on a étudié, qui soit capable de couvrir correctement, c'est-à-dire une petite PME de 50 personnes qui est victime d'un crypto-locker. Donc, on chiffre tous les ordinateurs, on perd la compta, le fichier client, le fichier de production, etc. Il y a 15 jours d'arrêt de travail et 1 million d'euros de reconduction. On va accompagner la boîte à hauteur de 20 ou 30 000 euros parce qu'on va lui prêter 5 portables et puis ça va se limiter à ça. Grosso modo, les polices sont là parce que les conditions d'application et d'exécution des polices sont très, très, très restrictives et très contraignantes et nécessitent des compétences techniques qu'une PME n'a pas, ce qui est évident. Les grands comptes les ont, mais ne les appliquent pas. Donc, pour le coup, eux non plus ne sont pas couverts correctement ou rarement correctement. Donc, après, c'est une affaire de deal et de négoce sur place. En Angleterre, il y a une police ou deux qui sont plutôt pas mal, qui sont spécialisés là-dessus. Mais les grands opérateurs génériques et les grands acteurs mondiaux de l'assurance qui offrent aujourd'hui une police cyber pour quelques centaines d'euros, ça ne sert à rien. Ce n'est pas celle-là que je recommanderais. D'accord, très bien. Merci beaucoup, France. La toute dernière question, parce qu'on arrive à la limite de notre temps. Est-ce que vous pensez que beaucoup de choses auront changé après le confinement?
Emmanuel, ce sera à toi et c'est justement le prochain webinaire. Bah, écoute, moi je ne vais pas faire de prospective. Hein. Je pense que bien sûr, des choses auront changé, des choses vont changer et revenir à la normale. Bah, je reprendrai peut-être un petit peu les mots d'Hariri, l'auteur de Sapiens, hein, que vous connaissez bien, qui a écrit il y a déjà une quinzaine de jours dans le New York Times. Les choses qu'on met en place en ce moment qui sont enfin, il y a un peu de leapfrog, hein, il y a un peu de frog leap, plutôt de passage très très rapide à des nouvelles technologies sans être passé par les étapes de pilote et de mise en place, etc. Par exemple. Donc ça, c'est très bien. Il va probablement falloir revenir dessus en se disant qu'est-ce qu'on a, enfin, qu'est-ce qui était peut-être un peu rapide, mais en tout cas, ça va devenir la norme. En fait, c'est ça peut-être qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne va pas revenir à la situation précédente. C'est la seule chose dont on est certain, c'est que voilà, il n'y aura pas de retour véritable à la situation d'avant. Voilà. Merci. Mais Merci. peut-être on peut laisser le mot de la fin à Franz. Non, bah oui, évidemment qu'on aura un après, mais enfin, on voit déjà qu'il y a des tendances qui sont en train de se dessiner. Enfin, il y a des choses qu'on faisait tout le temps avant et qu'on commence à oublier, en fait. Donc, on sait qu'on va pas revenir, on suppose qu'on va pas revenir dessus. C'est certainement pas nous qui allons dessiner le monde de demain, mais je crois que c'est cette contribution collective qui s'adapte tous les jours et qui se remet en question tous les jours, parce que intellectuellement, c'est très particulier ce qui se passe dans nos cerveaux. On est nous aussi confinés, les conférenciers, hein, comme disent les journalistes qui sont à la télé. Et on a donc les mêmes questions, les mêmes problématiques que vous. Il y a des métiers, en revanche, là où c'est très intéressant, surtout dans l'industrie, qui sont en train de trouver des adaptations et une espèce d'agilité sur leur outil industriel qui est assez surprenante. Et donc, du coup, ouais, je pense qu'on va y gagner quand même un petit peu. On va y laisser des plumes, mais on va en sortir grandi, en tous les cas, je l'espère. Merci beaucoup, France. Merci, Emmanuel. Et justement, c'était le dernier commentaire. Pas de questions, mais un commentaire très intéressant. Merci. Bon, voilà, merci ça me donne une excellente transition. Merci beaucoup. On a vu que plein de situations angoissantes et dramatiques, il y a des solutions qui sont assez simples au final et parfaitement applicables. Donc, si vous voulez approfondir les échanges avec Emmanuel et France, je vous invite à les contacter sur LinkedIn, par mail, par leur site internet qui sont affichés sur votre slide tout en bas. Et j'en profite pour vous rappeler les dates de nos 2 prochains webinaires. Donc, je rappelle que c'est tous les mardis à la même heure, à 15 h. Donc, le 21, la posture de l'entreprise pendant la crise du Covid-19, un impact certain sur votre image, avec Olivier Simulière, expert en communication d'entreprise. Et mardi 28 avril, gestion de crise, la préparation et l'exécution du retour d'expérience de cette crise inédite. Justement, les thèmes qu'on a rapidement abordés aujourd'hui avec Emmanuel et qu'on va bien développer. N'hésitez pas à vous connecter et à préparer même vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Donc, je vous rappelle aussi que vous pourriez visionner ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de AHA Consulting. Et nous enverrons également à tous les participants un lien avec un téléchargement si vous voulez regarder la vidéo en direct. Donc, je voulais vous remercier tous. Merci Emmanuel, merci à France. Prochain rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous, donc mardi 21, 15 h. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.